Bonsoir à tous. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes pour ce premier débat consacré aux élections législatives qui auront lieu, je vous le rappelle, les 12 et 19 juin prochains. Bienvenue dans notre arène politique autour de laquelle ont pris place des personnalités de la société civile, des personnalités qui vont interroger les candidats de la 7e circonscription du département des Bouches-du-Rhône. Et vous le voyez, cette 7e circonscription, elle englobe les 15e, 16e arrondissements de la cité phocéenne et une partie des 14e arrondissements. Petit rappel, en 2017, lors des dernières élections législatives, c'est Saïd Hamada pour La République En Marche qui avait été élu face à Sophie Gretsch du Front National. Ces personnalités de la société civile, ils sont là. Vous allez interroger les candidats de cette 7e circonscription sous la règle de l'équité. Merci à vous quatre d'avoir pris place autour de cette table. Fadela Ouidef, bonjour, vous êtes maman de 4 enfants et vous êtes manager dans une entreprise de textile. Merci à vous d'être avec nous. Théophane Couraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous travaillez dans le quartier de l'Estac, vous avez 160 salariés, vous êtes président de la société Fatec. Saïd Wichou. Bonjour. Bonjour Monsieur Wichou, vous êtes médecin généraliste et vous êtes membre du collectif Santé en danger et vous travaillez essentiellement, voire exclusivement, dans les quartiers nord de la cité phocéenne. Et enfin, Jean-Michel Péroutet. Bonjour Monsieur Péroutet. Bonjour. Vous êtes administrateur du centre social Agora à la Busserine. C'est également dans les quartiers nord de la cité phocéenne, dans le 14e arrondissement. Allez, pour débuter ce débat, j'appelle notre premier candidat. Il s'agit de Sébastien Delogu. Bonjour Monsieur Delogu. Vous êtes membre de la nouvelle Union écologique et populaire, écologique et sociale, la NUP. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous allez être interrogé par ces 4 personnalités et c'est Monsieur Couraud qui vous pose la première question. Bonjour monsieur, j'ai une question qui concerne le transport et la mobilité de ce grand territoire. En tant qu'entreprise, nous cherchons à attirer des talents qui peuvent habiter de Vitrolles à Aubagne et surtout de cette grande ville de Marseille. Nous cherchons à ce qu'ils puissent venir facilement avec des transports collectifs qui émettent peu de CO2, qui coûtent moins cher que quand je suis seul dans ma voiture et là où le litre d'essence est à 2 € et qui me permettent si possible de déposer mes enfants le matin. Et on sait qu'aujourd'hui, on a du retard, on n'a pas de piste cyclable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour demain avoir des transports qui permettent plus facilement aux citoyens de ce territoire de trouver des emplois et aux entreprises d'attirer et de fidéliser des talents? Bon. Très clairement, aujourd'hui, nous, on est pour créer un pôle public des transports et de la mobilité. Ça, c'est le premier point. Vous, je ne pense pas que vous voulez une piste cyclable qui passe de Vitrolles jusque dans les quartiers nord. Je ne pense pas, parce qu'il y a l'autoroute entre tout ça. Nous, on est pour donner et budgétiser énormément les collectivités, augmenter le budget donc, de ces collectivités, ce qui va donner lieu peut-être, par exemple, pour les quartiers nord où vous êtes, d'amener le métro jusqu'au quartier nord, pour qu'on puisse, bien évidemment, ramener des gens de Marseille dans les quartiers, et les gens des quartiers aller aussi vers le centre-ville, parce qu'il n'y a pas que vos sociétés, il y en a d'autres aussi dans le centre-ville, qui ont besoin aussi des talents de nos quartiers. Monsieur Couraud, ça vous pénalise en termes d'emploi? Ça, vous avez du mal très concrètement à trouver des salariés qui viennent travailler dans le quartier dans lequel vous êtes installé, parce qu'il y a une problématique liée au transport, très rapidement? Aujourd'hui, nous avons 11 postes vacants. C'est-à-dire que c'est 11 personnes que nous sommes prêtes à embaucher aujourd'hui. Encore faut-il que ces personnes puissent venir facilement chez nous. Voilà. Et c'est vrai que des transports partagés, des transports plus responsables, nous aideront à continuer à créer de l'emploi sur ce territoire et puis aideront nos salariés aussi à avoir une qualité de vie et nous y sommes sensibles. Monsieur Delogu, le gouvernement a mis sous condition l'enveloppe, 1 milliard d'euros pour les transports en commun, voilà, pour la métropole, a mis sous condition cette enveloppe avec le développement des transports vers les quartiers nord. Est-ce que ça va dans le bon sens? Oui, mais on ne va pas installer le métro dans les quartiers nord. Il n'a jamais été question de cela. Ils ont fait des études qui ont amené à dire que c'est trop onéreux. Et ça coûte trop cher d'amener le quartier, les métros dans les quartiers nord. Que le métro. Oui, mais ce monsieur a une société à l'Estac,
À l'Estac, effectivement, il a besoin de recruter 11 personnes, peut-être qui viennent de l'autre bout de Marseille. Et pour venir de l'autre bout de Marseille, il va falloir mettre 40 minutes. Et vice-versa, c'est pareil. Les habitants des quartiers nord vont mettre 40 minutes pour aller au centre-ville ou à l'opposé de la ville, voire plus. Parce que s'ils vont à l'opposé, c'est plus. Fadela ? Alors, c'est une parole d'habitante. Donc, déjà, en fait, moi, ma question, c'est déjà... Alors, oui, on a besoin de transport. C'est un sujet que ça... Vu le nombre d'habitants que ça représente dans Marseille, je pense que le coût, normalement, devrait être... il faut mettre l'argent. Et rien que la RTM d'aujourd'hui, il n'y a pas assez de transport. Il n'y a pas assez de transport le week-end. Il n'y a pas assez de transport le soir. Pour une des villes, je crois que c'est la 3e ville de France ou la 2e ville de France. Je trouve pas ça normal que... Moi, je travaille en centre-ville. J'habite les quartiers nord, je travaille en centre-ville. Il n'y a pas beaucoup de transport le soir. Il n'y a pas beaucoup de bus. Le métro, il n'y a pas beaucoup. Alors, non seulement on a besoin des transports qui vont vers les quartiers nord. Déjà, ça, c'est quelque chose en plus. Mais avec les transports déjà existants, comment on peut faire mieux, en fait ? Comment on fait ? Comment on fait mieux ? On fait mieux déjà en ramenant le métro jusqu'au quartier nord. Ça, c'est la base. Aujourd'hui, les collectivités ils nous disent que ça coûte trop cher. Donnons-leur le moyen de pouvoir mener le métro jusqu'au quartier nord. Ce chef d'entreprise, il est là et déjà, il prend des risques dans sa vie personnelle pour déjà créer de l'emploi, créer une entreprise. Et derrière, il ne peut pas embaucher parce que les gens ne peuvent pas venir ou mettre 40 minutes pour y aller. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le fait d'avoir une garantie des services publics. Aujourd'hui, les gens qui prennent le bus, ça a un coût sur leur salaire. Donc il faut les aider. Et il faut accompagner ces gens à accéder à ces bus, métro et tramway, à ce qu'ils payent moins cher. Parce qu'aujourd'hui, vous montez dans un bus, ça vous coûte 2 €. Vous prenez un ticket dans les bornes, ça vous coûte 1,40 €. 1,40 € par jour, excusez-moi, mais ça fait beaucoup quand on sait que la République en marche nous a baissé 5 € sur les APL. Alors, petite parenthèse, les quartiers nord de la cité phocéenne, c'est à peu près 250 000 habitants. Merci. 250 000 habitants, ce qui est absolument considérable. Et c'est 85 000 salariés, ce qui est également considérable. Oui, mais il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi 165 millions d'utilisateurs par an de nos transports en commun. Et donc, on a besoin d'y adapter. Quand on rentre dans le bus, que le bus est sale, etc., il y a aussi tout ça à travailler. Docteur Wichou. Oui, la mobilité dans le nord de Marseille, elle impacte également la population, par exemple dans le domaine de la santé, pour se rendre à l'hôpital ou aller voir leur médecin, quand il y en a. Et je voudrais savoir, premièrement, en améliorant le transport, est-ce que vous allez tenir compte de cette problématique de donner aux citoyens la possibilité de se rendre sur un lieu de soins? Et la deuxième chose, c'est comment, est-ce que vous avez des idées, comment attirer le corps médical, des soignants dans le nord de Marseille? Juste une parenthèse avant que vous répondiez. Un exemple, le quartier de la Castellane à Marseille, depuis 2 ans, il n'y a pas de médecin généraliste. Oui, il y avait 2 médecins généralistes qui sont partis. Les 2 médecins, ils sont partis. Et c'est compliqué pour les remplacer. Voilà. Donc je pense qu'il faut comment rendre les quartiers nord de Marseille attractifs au corps médical. Moi, je pense qu'il y a déjà quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a 40 000 personnes qui meurent chaque année du fait qu'ils sont sans emploi. Donc c'est une problématique. Ça, c'est un point. D'accord ? Ensuite, quand on revient par rapport à votre point que vous m'avez expliqué par rapport à la santé, on parle des transports. Les transports, on rejoint ce que j'ai dit avec monsieur. Si on amène les métros jusqu'à dans les quartiers, les gens vont pouvoir venir. Nous, ce qu'on souhaite, et c'est une proposition qui est super, c'est mettre en place une politique de sensibilisation qui va amener à ce que les gens peuvent aller se rendre dans des centres médicaux pour voir s'ils ont quelque chose ou non, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, dans leur corps, et que ça soit pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et après, bien évidemment, on a aussi à recruter des médecins généralistes, des médecins publics et aussi essayer de... Excusez-moi. Comment on fait pour dire à des médecins généralistes, il y a un désert médical, parce qu'il y a un désert médical dans les quartiers nord de Marseille, il manque de médecins dans la cité de la Castellane. Comment est-ce que vous les obligez à venir s'installer là-bas? Mais les médecins, ils gagnent bien de l'argent quand les gens ils viennent de chez eux. Quand les gens ils viennent pour se soigner, ils reçoivent bien de l'argent.
Donc c'est intéressant quand même de la part de... Ils ne le font pas, monsieur. Les médecins, Je comprends très bien. qu'ils soient payés, bien qu'ils ne le font pas. C'est pour ça que Pourquoi c'est pour ça que J'ai des idées, je peux vous les donner. Mais ça sera avec grand plaisir parce que de toute façon, la loi, on la fera avec la population, monsieur. Donc nous, on est très intéressés sur toutes les idées que peuvent avoir les gens. Mais c'est pour ça que nous, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des coopératives médicales qui se mettent en place et qui voient le jour, comme ça s'est vu à la Castellane. Monsieur Péroutet. Moi, je voudrais poser une question par rapport à la défiance des habitants de nos quartiers par rapport à nos élus. Je suis très impressionné, par exemple, en 2017, aux élections législatives, je crois qu'il y a eu autour de 70% d'abstention dans nos quartiers. Alors, pour moi, la question, c'est comment on peut restaurer la confiance avec les habitants. Je vais vous expliquer, monsieur. Pour moi, c'est très simple. Moi, ça fait à peu près depuis une douzaine d'années que je suis dans les quartiers. D'accord ? Je suis un habitant, déjà je suis à la place du politique, mais normalement je suis à votre place. D'accord ? Je suis un citoyen. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à chaque fois que je suis passé dans un quartier, à Maison Blanche par exemple, quand il y a eu des problématiques liées à une école, il n'y avait pas de passage piéton, les gens, les dames, les mamans avec leurs enfants devaient traverser pour reprendre le bus, il n'y avait pas de passage piéton, on est allé, on a organisé la population et on s'est effacé. C'est à eux, on ne s'est pas effacé de façon partir et les laisser se débrouiller. On s'est effacé en leur disant émancipez-vous, on vous aide à vous organiser, reprenez le pouvoir dans votre quartier. Et ça a été comme ça au Bourrély, ça a été comme ça à la Vis, quand on a repeint l'école de mes propres enfants. Quand ma fille, moi, m'a demandé de faire quelque chose pour son école, on n'a pas attendu les pouvoirs publics. On les a interpellés, personne ne nous a répondu. On a pris nos deux mains, on a remonté nos manches et on est parti rénover l'école de la Vis. Oui, c'est aussi des quartiers qui ont été gangrénés par le clientélisme aussi politique. Mais bien sûr, ces quartiers plus personne n'a confiance. Comment est-ce que concrètement et très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette interview, vous luttez contre ça? Moi, je ne vais pas lutter contre ça. Moi, je suis pour mettre un coup de balai à tous ces gens-là, leur dire que s'ils veulent un élu qui soit auprès d'eux H24, ils n'ont qu'à donc voter pour la NUPS et, excusez-moi, rapidement, nous on écrira la loi avec eux. C'est-à-dire que moi, mon intérêt, c'est de les voir tous les jours, de parler avec eux, d'écrire la loi et de les représenter à l'Assemblée nationale. Dernière question, elle est posée par Sonia, elle habite Marseille. Face à l'insalubrité et à la pénurie de logements sociaux, que comptez-vous faire? C'est notre question, France Bleu Provence. Écoutez, c'est très simple. Avec la bifurcation écologique, on dit on va mettre 200 milliards dans la bifurcation écologique. Ça va apporter des emplois dans le logement, dans la sécurité, dans l'énergie, dans les services publics. Et là, aujourd'hui, logements sociaux, que comptez-vous faire avec la pénurie et l'insalubrité? C'est simple, c'est un permis de louer. Aujourd'hui, les instances publiques, ils doivent venir voir tous les appartements. Est-ce que c'est aux normes écologiques? Parce qu'il faut penser à l'écologie. Derrière, quand on perd des animaux, quand on perd des insectes, etc., ça a une retombée sur nous, les êtres humains. Donc il faut tout voir, bien savoir que les logements soient bien isolés, qu'il y ait des WC, des sanitaires, une douche et que les gens peuvent se chauffer. Parce que, excusez-moi de vous interpeller, mais il y a un quart des habitants de notre circonscription qui disent qu'ils ont froid dans leur logement. Et je ne vous parle pas de l'insalubrité. Mais l'insalubrité, moi, j'en ai fait ma force de bataille. Il n'y a pas de problème, les gens, je vais aller les voir un par un. Et je suis allé à Caliste avec les problèmes qu'il y a eu. Je ne me suis pas mis devant les médias. Je suis allé voir les mamans, j'ai parlé avec elles. Problème de squatteurs à Caliste, hein. Oui, mais c'est un problème. C'est un problème. Parce que si les gens, ils auraient des logements propres, dignes, ils ne seraient pas en train d'aller squatter ailleurs. Et il y a aussi le problème avec Mme Vassal qui ne s'occupe pas des migrants isolés. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous accueillons notre deuxième candidat, Areski Seloum, pour le Rassemblement national. Monsieur Seloum, nous vous attendons. Venez rejoindre ce pupitre. Bien, bonjour. Bonjour, docteur. La santé est une des préoccupations majeures des Français. Je voudrais vous poser la question concernant la désertification médicale. Si vous êtes élu, que comptez-vous mettre en place, mais sérieusement, pour remédier à ce problème de santé publique ?
Monsieur Seloum. Alors, quand vous parlez de désertification, je suppose que vous parlez des quartiers nord, les 15e, 16e arrondissements à proprement parler, ou Non, nationalement. on reste sur la circonscription qui nous intéresse. Hein. Ouais. Alors, vous abordez le sujet en parlant de la désertification. Je trouve que c'est, à mon sens, un petit peu excessif, parce que la désertification, vous voyez, moi, je la mettrais plutôt pour des zones beaucoup plus rurales, qui sont les petites communes, où on a des gens aujourd'hui qui habitent dans des communes. Non, monsieur Seloum, factuellement, il y a des déserts médicaux Alors, c'est le à manque Marseille, Pardonnez-moi, dans le centre-ville de Marseille, mais également dans les quartiers nord. de médecins généralistes. On est très au courant de la médecins situation, parce que ce soit dans les quartiers nord de Marseille, que ce soit dans beaucoup d'autres villes et villages de France, effectivement, ça manque de soignants dans les hôpitaux. Il y a des urgences qui ferment actuellement. Mais dans les quartiers nord, où il y a 250 000 habitants, il y a très peu de médecins généralistes, par exemple. Il y a très peu d'infirmières. Donc, bien que ce soit la deuxième ville de France, il y a quand même ce désert en plein ville de France. Donc, un manque d'infirmières libérales et un manque de médecins généralistes. Donc les médecins partent, ne sont pas remplacés. Et ils ne veulent pas venir dans ces quartiers-là. Ils ne veulent pas venir parce que d'abord, il n'y a pas de mesures incitatives qui les pousseraient à y aller. Non, c'est faux. Il y a l'ARS qui a classé ces zones-là en zones d'intervention prioritaire. Et ça débouche sur des aides concrètes à l'installation pour des médecins libéraux. Donc il y a des aides qui existent et qui ont été mises en place, dont personne ne veut. D'accord. Alors malgré ces aides, on a toujours des médecins et des infirmières qui ne souhaitent pas y aller. Absolument. Donc il y a des raisons qui expliquent le fait qu'ils ne veulent pas y aller. C'est la question que je vous ai posée. Comment on fait en sorte qu'ils viennent s'installer dans ces quartiers-là ? Pour qu'ils viennent, s'ils n'y vont pas, c'est parce que ce sont des gens qui font des études et qui préfèrent professer ailleurs plutôt que dans ces zones. S'ils font le choix de professer dans d'autres zones plutôt que dans les quartiers nord, c'est qu'il doit y avoir un certain nombre de choses qui doivent leur déplaire. Non, notamment, là, oui, mais je vous donne des explications. Un médecin qui préfère aller 8 ans avant, oui. un médecin diplômé, il préfère rester là où il a commencé de s'installer. Il préfère rester là où il a commencé à faire ses études. Ce sont des chiffres, c'est factuel. 10% de médecins diplômés uniquement s'installent. Vous êtes député, mais faites quoi pour qu'ils viennent ? Un médecin qui commence à étudier souhaite exercer là où il a commencé à étudier et souhaite peut-être... Il a le choix d'aller plutôt là. Vous êtes député, vous faites quoi pour qu'ils viennent dans ces quartiers-là ? Vous êtes élu député de la 7e circonscription. D'abord, il faudrait que je crée des conditions attractives. Il y a peut-être un problème d'insécurité qui se pose et qui empêcherait peut-être ces médecins de venir s'installer. Ce sont des médecins qui vont se marier, qui vont avoir des enfants et souhaitent peut-être qu'ils ont des exigences que d'autres n'ont pas, de vie sociale, d'école, de sécurité. On a tous les mêmes exigences. On veut tous vivre correctement et dignement, autant qu'un médecin. Je suis d'accord avec vous. Vous me posez une question sur les médecins. Pourquoi les médecins ne vont pas dans ces zones ? Alors, je suppose que ces médecins, d'abord, il faudrait leur poser la question, je suppose qu'ils n'y vont pas parce qu'il n'y a rien qui les encourage à venir. Ce sont des gens qui ont des exigences, qui ont les leurs. Je n'ai pas dit que je partageais les leurs d'exigences, mais qui veulent être logés, qui veulent avoir la tranquillité, qui veulent mettre leurs enfants à l'abri. Et évidemment, ce sont des secteurs qui sont surmédiatisés, dont on a donné beaucoup, dont on a rendu compte de beaucoup de problèmes qui ont été médiatisés, d'insécurité, de trafic, de meurtre. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Malheureusement, c'est une réalité que l'on ne peut pas contester. Monsieur Perrottet, vous qui êtes, mais comme vous tous, confrontés à cette réalité-là, une question à Monsieur Seloum. Moi, je voudrais vous parler. Il y a des lieux emblématiques dans nos quartiers pour la cohésion sociale. Et un de ces lieux emblématiques, c'est un centre social. Nous, on a la chance à la Busserine d'avoir un centre social qui marche très très bien avec des salariés compétents, responsables, des habitants qui s'investissent. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà poussé la porte d'un centre social ? Ça m'est arrivé beaucoup plus jeune. Parce que c'est un lieu de lien très important. Je faisais du sport et c'était la maison pour tous, le centre Élo-Lagrange. Voilà, c'était à cette occasion que j'ai eu l'occasion de fréquenter, entre guillemets, un centre social, une sorte d'association. Et depuis, je n'ai plus eu l'occasion, parce que les centres sociaux sont installés principalement là où il y a une forte densité, principalement à l'intérieur des villes ou dans des cités. Et là où j'habitais, si vous voulez, j'avais très peu de centres sociaux. Monsieur Seloum, les centres sociaux ont aussi un rôle d'intégration, oui, de liant. Alors, la Busserine, ça marche bien, mais il y en a d'autres qui sont confrontés à pléthore de difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces centres sociaux ? Il faut les aider, il faut les développer, il faut les aider. Alors, qu'il y en ait plus sur le ce financement territoire. de ces centres sociaux, c'est la CAF, et des aides de collectivités qui leur permettent de vivre. Il y a des salariés, il y a des bénévoles aussi. Ça permet un peu de recréer un lien entre la
population, de créer des loisirs, donc qui sont indispensables à la vie sociale dans des quartiers, qui permettent de renouer un petit peu le dialogue entre différents acteurs, de conseiller, d'orienter. Il n'est pas question de les supprimer ou de s'attaquer à ces centres sociaux. La question du financement est très importante. Oui. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les acteurs associatifs, que ce soit les centres sociaux, que ce soit les associations sportives, culturelles, familiales, on galère pour trouver des financements. Alors, comment vous pouvez consolider les modes de financement des associations pour qu'ils puissent travailler un peu sereinement et d'une manière stable? Rapidement, M. Selloum. Alors, à l'heure actuelle, ce sont la caisse d'allocation familiale et des aides des collectivités qui financent les centres sociaux. Il y a des bénévoles, mais il y a aussi des salariés, si je comprends bien. Donc il faut voir en règle générale avec justement ces acteurs. Est-ce que c'est pas trop le rôle d'un politique de pouvoir participer au financement? Peut-être orienter. Un peu leur tordre le cou, quoi, pour qu'ils soient plus généreux. Faire pression. Personnellement, je ne sais pas. Ne serait-ce que d'aller à la rencontre. Y aller, ça, c'est pas. On peut toujours y aller, c'est pas le souci. On parle de financement, donc c'est pas trop. Monsieur Courreau, je vous donne juste la parole après, Fadela. Ce territoire est riche de diversité. C'est une richesse quand les différentes communautés peuvent communiquer, quand on crée des ponts, quand on crée des échanges entre des écoles, entre le monde associatif qui est vraiment bien implanté, entre des entreprises qui souhaitent ouvrir leurs portes. Comment vous, concrètement, vous proposez de créer des échanges pour que ces différentes communautés puissent cohabiter, puissent exister ensemble et faciliter tous ces échanges, parce que en fait, on se connaît très mal sur ce territoire. À l'heure actuelle, le dialogue, il y est. Tout ce que vous m'avez cité. Soyez plus précis. Je veux dire, quel type de relation vous souhaiteriez qu'il y ait? Par exemple, moi, je suis une entreprise, je suis prêt à accueillir n'importe qui est intéressé de découvrir des métiers, qui se pose la question en troisième sur son orientation, qui veut faire un stage, qui veut suivre une formation, parce que moi je cherche du monde. Après, moi j'accompagne un jeune qui est en troisième et qui sait pas quoi faire, parce qu'il a des enjeux de transport, parce qu'il connaît pas le monde de l'entreprise. Et en fait, puis à côté de ça, à nouveau, il y a des associations qui reposent sur quelques personnes qui font un travail merveilleux. Moi je pense qu'il y a besoin d'un politique qui s'engage, qui utilise sa notoriété et ses moyens pour mettre ces gens ensemble et puis les aider à travailler ensemble, parce qu'il y a beaucoup de personnes de bonne volonté sur le territoire, et en les fédérant, en les aidant à travailler ensemble, on peut arriver à faire des choses assez merveilleuses. Mais aujourd'hui, moi j'ai l'image de communautés qui coexistent. Ouais. Comment est-ce qu'on crée finalement du lien entre des communautés qui se regardent plutôt en chien de faïence plutôt que de travailler main dans la main ensemble? Communauté, dans quel sens vous parlez? Il y a tout type de communauté. Ça peut être un quartier, ça peut être une association, ça peut être à nouveau le monde économique et les gens qui sont exclus du monde économique. Chacun se il faudrait, pour pouvoir les réunir déjà autour d'une table et essayer de les faire travailler ensemble sur des projets communs, par la formation, par l'information, et faire de sorte que ceux qui manquent de quelque chose puissent être aidés par celui qui, par exemple, quelqu'un qui cherche un emploi, puisse être recruté par celui qui est à la recherche d'un employé autour d'une table et mettre en place toutes les possibilités pour essayer de solutionner les problèmes de part et d'autre. C'est tout le paradoxe des quartiers nord. Beaucoup d'entreprises s'y épanouissent et en même temps elles ont du mal à recruter d'une manière générale et surtout dans ces quartiers-là. C'est peut-être lié à un problème de transport dont on a parlé tout à l'heure. Absolument, on l'a évoqué. Fadela Ouidef. Alors, bonjour. Moi là, je vous interpelle en tant qu'habitante des quartiers nord. C'est le Rassemblement national. Vous êtes présent dans les quartiers nord depuis un moment. Pas moi personnellement. Pas vous, mais le parti que vous représentez, donc c'est la même chose. Et on ne vous a jamais vu. Moi, on n'a jamais vu les gens de votre parti, mis à part insulter, critiquer, bien sûr. Personne, critiquer alors, j'ai toujours habité. Moi, j'habite à la Busserine. À la Busserine, d'accord. J'habite à la Busserine. Je fais partie de votre circonscription. Ça fait 15 ans que j'y suis. J'ai mes enfants qui sont à l'école là-bas. J'ai mené des combats dans cette école. Là, ma question est en rapport à l'éducation. J'ai mené des combats pour qu'on ait un portail qui fonctionne, des combats qui sont ridicules. Un portail qui fonctionne. Vous répondre, bien sûr. En fait, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que vous allez nous apporter de plus
que les 10 années passées où il y a eu des gens de votre parti dans l'éducation, dans la sécurisation des écoles. Bon, ils n'ont jamais été à la tête de la circonscription. Hein, non, pas à la tête, le Front National et alors, maintenant on n'a jamais été à la tête voilà. de la circonscription. Moi, je suis élu dans le 15-16, donc je suis conseiller municipal depuis 2 ans et conseiller d'arrondissement. Donc vous ne m'avez pas vu, parce que c'est la Bissurine, c'est parti du 14e, que je suis principalement dans le 15-16, sauf à l'occasion des élections législatives où on a le 13-14, le 14, 15 et 16. Par contre, on me voit ailleurs. C'est pas parce que vous ne m'avez pas vu que je ne vais pas dans les quartiers nord. Je ne parle pas de vous, je parle du parti que vous représentez. Très concrètement, on va revenir sur la question des écoles, parce que c'est ça, un les point écoles, c'est très fondamental. important. Ça a été le problème fondamental et majeur à Marseille, les écoles. Ouais, il y a eu un plan école qui a été développé. Il y a eu le plan école, où le chef de l'État était venu l'été dernier. Ça, c'est bien ou pas bien, ça? C'est très bien. Voilà, où des milliards ont été débloqués en vue de rénover, réhabiliter, moderniser les équipements, et les écoles étaient une priorité de la même manière que les logements sociaux. Donc ce problème des écoles, ce sont des écoles qui ont été laissées à l'abandon, on est d'accord, pas de chauffage, l'insalubrité, mais cet abandon, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est le résultat d'une politique qui a été menée, d'une politique municipale par la majorité municipale précédente, de droite et de gauche. Le problème sera, je pense et je suppose, dans les années à venir réglé, puisque le chef de l'État fait des promesses de déblocage d'argent qui va permettre de régler le problème. Et ça a été validé par la loi. Voilà. Et ça a été validé par la loi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, dames. Monsieur. Merci à vous. J'appelle Saïda Hamada. Ticket La République En Marche et vous êtes le député sortant. Monsieur Courreau, allez-y. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce territoire est beau et en même temps, il est sale. Il est sale d'abord de notre fait, nous citoyens. Comment nous sensibiliser pour avoir des comportements plus responsables sur le mégot que je jette et qui finit dans la mer. Mais il est sale aussi pour la pollution des bateaux. Quand un navire de croisière reste 1 mois dans une cale à faire tourner son moteur parce qu'il est en entretien, pendant 1 mois, c'est des tonnes et des tonnes de pollution qui vont juste au-dessus de nos têtes, là où nos enfants vont à l'école, là où on va courir, là où on va à la plage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ce territoire plus propre? Il y a notamment cet enjeu de ces grands navires qui laissent en permanence leur moteur allumé. Oui. Et en tant que riverain... Juste une précision, effectivement, ces circonscriptions-là sont quasiment collées au grand port maritime de Marseille, et c'est là où cheminent, accostent, sont réparés les grands navires commerciaux. Oui, à l'activité de réparation. Et qui polluent beaucoup. Non à la pollution. Saïd Hamada vous répond. Oui. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Cette question est pour moi une question extrêmement importante. Lorsqu'en 2017 j'ai été élu, j'ai fait le choix, ça a été un choix, lorsque j'ai été nommé à la Commission des Finances, d'être rapporteur spécial des affaires maritimes, du budget des affaires maritimes. Pourquoi ? Vous le disiez très justement, cette circonscription a en son sein le grand port maritime de Marseille. Quand je suis arrivé en 2017, cela faisait 4 ans que les riverains et le port ne s'étaient pas rencontrés. J'ai provoqué la première réunion entre les riverains et le port en leur disant la chose suivante, vous devez discuter, parce que les activités du port ont un impact direct sur la vie des habitants, et ce n'est pas à moi, député, d'organiser ces réunions. Donc maintenant, mettez-vous en branle, et depuis, il se voit. Sur le plan législatif, en tant que député, ce que j'ai pu faire. Marseille est une ville polluée, l'une des plus polluées de France. Le seul dispositif aujourd'hui qui permet aux armateurs d'acheter des navires plus verts, c'est celui que j'ai fait voter. Le coût d'électrification à quai était de 20 €. Je l'ai fait baisser à 50 centimes d'euros. Si aujourd'hui à Marseille, on a du GNL, c'est parce que j'ai sauvé le méthanier de Fos en faisant baisser l'impôt forfaitaire qu'ils ne pouvaient pas payer parce qu'ils étaient trop petits, pour faire en sorte qu'ils puissent disposer de GNL sur ce territoire. Et donc aujourd'hui, avec la crise de l'Ukraine, on le voit, l'intérêt que ça a, on a Le Havre et Marseille qui fournissent du GNL. Ça a été un combat de tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on a 40 000 personnes qui meurent de manière prématurée à cause de la pollution atmosphérique. À chaque fois que l'on respire à Marseille, on perd des secondes de vie. Mais monsieur Hamada, là vous dites ce que vous avez fait, et pourtant on a le sentiment que ce n'est pas suffisant. Moi je suis passé hier sur l'autoroute du littoral, et il y avait encore des bateaux qui crachaient de la fumée. On sait que ce sont des particules fines qui sont extrêmement nocives pour la santé. Mais comment est-ce qu'on met un terme définitif à cette pollution-là qui est issue des bateaux ? J'aimerais vous rappeler quand même d'où l'on vient. En 2017, lorsque je suis arrivé, vous avez des amateurs qui me disaient « mais la pollution, ce n'est pas un sujet, il n'y a pas de pollution à Marseille, les navires sont beaucoup plus vertueux, etc. » On vient de là. Le fait que la zone ECA, qui permet, comme dans la Manche et d'autres zones du territoire, de baisser le taux de soufre à 0,1%, c'est nous qui l'avons introduit en 2017, en 2018. Parce que les normes environnementales,
elle concerne tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est déjà tous les pays européens, tous les pays du Maghreb, etc. Et donc il faut arriver à les mettre autour de la table pour leur dire n'utilisez plus ce fuel-là. Donc c'est un combat de longue haleine, mais je précise là sur ce sujet que si j'ai réussi à faire passer ces dispositifs, et il y a encore des choses à faire, c'est grâce aux citoyens qui m'ont aidé. Il y a beaucoup d'associations qui militent effectivement, qui sont investies dans ce sujet. Saïd Ouichou, question de santé publique, effectivement, cette pollution atmosphérique. Oui, Saïd Ahmad vous écoute. Dans les quartiers nord, nous sommes des champions de l'insuffisance respiratoire. Il y a beaucoup de morts prématurées. Juste un exemple, avant 65 ans, on meurt 2,5 fois plus dans les quartiers nord que dans les quartiers sud. C'est une réalité. Donc on meurt plus à cause de l'environnement, entre autres. Il y a bien d'autres problèmes de santé publique. Je voudrais vous poser une question concernant, puisque peut-être nous sommes en train de sortir de cette épidémie, je l'espère. Les confinements et tout ce qui a été fait autour de l'épidémie a créé beaucoup de problèmes dans la population au niveau social, et en particulier chez les enfants. Donc, faut savoir que les années à venir, on va voir beaucoup d'enfants qui sont en train de souffrir vraiment de problèmes de santé mentale. Donc, je voudrais savoir ce que vous pouvez mettre en place. Juste un exemple, les CMP, les centres médico-psychologiques, il faut entre 3 et 6 mois pour avoir un rendez-vous. Que pensez-vous faire ? Avant de répondre, je vous demanderai d'être beaucoup plus court dans vos questions. Saïd Ahmada. Oui, sur la question de la santé mentale des enfants, qui est évidemment un sujet. Moi, j'avais plaidé, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours à ce moment-là, vous le savez sans doute, entre le gouvernement et les députés, pour faire remonter les problématiques que l'on pouvait avoir sur nos territoires, parce que les ministres ne pouvaient plus se déplacer. Et donc on a dû avoir 2 ou 3 visioconférences par jour pour faire remonter les problématiques. Donc sur cette thématique particulière, moi j'avais plaidé avec d'autres députés, et on a réussi à l'obtenir, le fait que les écoles ne ferment pas. Parce qu'au début, il était question, justement, on avait fermé les écoles. Et je leur ai dit, il faut arrêter de fermer les écoles. Il ne faut pas fermer les écoles. Il faut tout faire pour qu'on ne ferme pas. Parce que 6 mois dans la vie d'un enfant, c'est énorme. C'est énorme. Quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, c'est énorme. Il fallait que ces écoles restent ouvertes. Ça a été pour nous une priorité. Et moi qui suis un enfant aussi de la République et des quartiers nord de Marseille, je peux vous dire que l'école, c'est ce qui m'a façonné, c'est ce qui permet cette altérité, ce qui permet cette ouverture sur le monde. Et lorsque les enfants ne sont pas à l'école, et on l'a vu, et je pense qu'on l'avait vu aussi sur le territoire, ils sont enfermés dans les maisons, ils ne sortent plus. Et donc tout ce champ des possibles se rétrécit et les acquis aussi disparaissent. Donc après, sur la question de l'accès notamment à ces diagnostics, on parlera peut-être de la rapidité de la prise de rendez-vous, c'était ça la question. Alors il y a la prise de rendez-vous, il y a le coût aussi du rendez-vous, qu'on a rendu gratuit. Et ce qu'on va obtenir ensuite aussi, si le président de la République arrive à avoir une majorité, c'est le fait que régulièrement dans la vie d'un homme et d'une femme, de l'enfance jusqu'à l'âge plus avancé, il puisse avoir des bilans de prévention gratuits qui permettent régulièrement dans sa vie de faire un arrêt médical pour savoir s'il y a des pathologies à traiter ou à anticiper. Fadela Ouid a une question à vous poser. Alors bonjour. J'ai 2 questions. Une sur le pouvoir d'achat, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'aides pour les gens qui ont les minima sociaux, c'est très bien, mais en fait il y a des gens, la majorité en fait elle travaille, et c'est la classe moyenne. La classe moyenne, pas grand-chose. Voilà. La classe moyenne est beaucoup moins aidée. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer pour ça ? Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'éducation. Il y a une crise de l'enseignement, une crise de la vocation. Il y a beaucoup de professeurs, quand ils sont absents, des congés maternité, c'est pas pour accuser les profs, mais qui ne sont pas remplacés. Alors, pouvoir d'achat, on ne va pas faire le bilan de ce qui a été fait, Saïda, madame, sur des propositions concrètes. Voilà. Rapidement, parce qu'il y a 2 points importants, l'éducation, et effectivement, on l'a vu avec des concours au sein de l'éducation nationale qui n'attirent pas. Donc, on commence par le pouvoir d'achat et après l'éducation. Pouvoir d'achat, vous avez d'abord le bouclier énergie, qui permet de limiter à 4% l'augmentation de l'énergie, quand dans d'autres pays, elle atteint 30-40%. Vous avez ensuite la prime de 6 000 € détaxée, c'est-à-dire qu'un employeur aujourd'hui peut vous donner 6 000 €, vous ne payez pas d'impôt dessus, ni l'employeur. Il peut s'il veut. S'il veut, évidemment. Parce que, évidemment, l'employeur, ça n'est pas l'État. Sur l'indexation des retraites, sur l'inflation. C'est-à-dire que là aussi, le pouvoir d'achat des retraités, qui a baissé, il sera indexé sur l'inflation. 5% à peu près. L'inflation augmente, les retraites augmentent. Et puis, il y avait, je me permets, la suppression de la taxe d'habitation, qui a été un vrai plus, notamment pour les habitants de nos territoires, qui payaient
plus que les quartiers sud de Marseille. Les gens ne comprenaient pas pourquoi, on l'a supprimé. On fera la même chose avec la redevance TV. Donc tout ça est un package quelque part qui permettra justement de soulager les familles en termes de pouvoir d'achat. Il y a d'autres mesures dont je pourrais parler notamment pour les minima sociaux, mais éducation. C'était pas exactement le sujet. Sur la question de l'éducation. Comment on rend ce métier fantastique, plus attractif, surtout Moi, dans ces quartiers-là. Surtout les quartiers. Surtout dans ces quartiers-là où, un peu comme les médecins, les enseignants n'ont pas forcément envie d'y travailler. Je ne suis pas aussi catégorique que vous. Je pense que ceux qui sont enseignants le font par vocation. Ils le font par vocation pour justement les personnes les plus fragiles ou les enfants qui ont besoin d'être accompagnés. Je pense que c'est un vrai métier. D'ailleurs, j'ai failli l'être. Mais cette vocation, visiblement, elle est en baisse. Ce qu'il faut arriver à faire, et moi je pense que l'un des enseignements que l'on n'a pas tiré, je le dis moi en tant que député de la majorité, de la sortie du confinement, il y en a deux. Le premier, c'est sur la valorisation du métier des soignants, y compris financière, mais pas seulement. Et pareil pour les enseignants. Je pense que sur les enseignants, on est encore loin de la balle. On a augmenté les revenus des enseignants, mais pas suffisamment. Et ce que le président essaie de faire, notamment sur Marseille, de dire aux enseignants, en dehors de la question financière, on vous donne un peu plus de liberté pour essayer de faire des choses qui, au niveau local, pourraient fonctionner, parce que les résultats dans ces territoires, pour nos enfants, ne sont pas Ce qui n'est pas très bien vu, d'ailleurs. Ne sont pas bons. Pas très bien vu par les syndicats d'enseignants. Mais si ça ne fonctionne pas, après, on reviendra à autre chose. Mais pensez qu'aujourd'hui, l'existant est satisfaisant, pour des mères de famille, notamment comme vous, qui investissez sur l'avenir de leurs enfants, et qui voient que les enfants sont moins bons qu'ailleurs, ça me pose un problème. Moi, si je suis député aujourd'hui, c'est parce que l'école a été au niveau et m'a permis justement de me projeter et d'avoir un projet professionnel et d'avoir un avenir. J'aimerais la même chose pour les gamins de ces territoires, et je pense que les enseignants, là-dessus, on se rejoint complètement. Votre pouvoir d'achat a baissé ces dernières semaines. Oui, au quotidien, vous avez ressenti qu'effectivement, aller au supermarché, ça devient plus compliqué, se chauffer, ça devient plus compliqué, mettre de l'essence, ça devient plus compliqué. Bon, là, le gaz, ça augmente un petit peu. Les produits alimentaires de première nécessité, tout devient plus cher. Est-ce que sur ce point, je peux dire une chose ? Oui, je vous en prie, Saïda Madame. Juste sur l'aide l'aide de l'État sur les carburants, c'est une mesure qui est provisoire. Est-ce que ce n'était pas plus judicieux de la pérenniser dans le temps, avec la baisse de la TVA ? Elle sera maintenue autant que nécessaire. Oui, pour l'instant, ça augmente. Pour l'instant, au mois de juillet, ça devrait. Il y aura plus de. Non, mais on l'augmentera autant que nécessaire. Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire sur la question du pouvoir d'achat. Rapidement, il y a une question de M. Péroutet. Et qui existe d'ailleurs dans certains territoires, et notamment en Outre-mer. C'est d'avoir un paquet de produits sur lesquels on maîtrise les prix, et la collectivité s'engage à maîtriser les prix pour permettre justement que les produits de première nécessité, avec la collaboration des consommateurs, je le vois sur l'île de la Réunion, puissent être garantis aux Marseillais et aux Français. Question très rapide juste dans un et réponse rapide. Rendre hommage, on a parlé d'éducation, rendre hommage au personnel enseignant dans nos quartiers. Parce qu'ils sont absolument exceptionnels pour construire la personnalité de tous ces enfants. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais je voudrais surtout rapidement parler des questions de sécurité. Oui. Vous savez combien nos quartiers sont gangrénés par les trafics, par toutes sortes de violences. Les espaces publics sont confisqués. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Saïda Mada. D'abord, sur les questions de sécuritaire, j'allais dire, parce que c'est un peu plus global que ça, et je pense que vous le savez aussi, vous connaissez bien ces territoires. On a décidé le recrutement de 300 policiers supplémentaires à Marseille. Il n'y en a jamais eu autant, jamais. On voit les opérations de tapage, justement, entre guillemets, de ces réseaux-là, ce que ça donne, ça crée de l'insécurité dans ces réseaux. On n'a jamais eu autant de résultats en termes de prise de drogue ou de personnes qui sont incriminées. Sauf que là, on est sur... J'allais dire, et puis je parle aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a la création du nouveau commissariat, 7-8 millions d'euros que l'on met sur la table pour créer un nouveau commissariat pour le 13e et 14e arrondissement. Ça aussi, ça a été un combat, parce que les créations de commissariats, je peux vous dire que c'est rare, c'est très rare. Que l'État mette 8 millions pour créer un commissariat, on le fait sur 13-14, un commissariat complètement moderne. Mais là, on est en réaction quelque part. On est en réaction. Lorsque dans une société, dans une ville comme Marseille, vous avez autant de trafiquants, c'est un problème collectif. Ce n'est pas 2-3 familles qui ont choisi à un moment donné de passer de l'autre côté de la barrière, comme on a pu le voir peut-être dans le passé à Marseille ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on est collectivement responsable de ce qui se passe. Je le dis et je l'assume, on est collectivement responsable. Lorsqu'autant de jeunes sont attirés, même si ça reste une minorité, par les trafics, ça pose un problème sociétal. Et donc, c'est pour ça aussi, et c'est comme ça que j'ai plaidé, moi, le fait que le président de la République mette de l'argent dans les écoles. Parce que je pense que le creuset de la République, il est là.
Le président de la République ne s'est pas levé un matin en disant j'aime Marseille, j'aime l'OM, je vais mettre 1 milliard. Merci Saïd. Oui, je suis désolé d'être aussi brutal, mais voilà, on est vraiment contraint par les temps de parole. Merci beaucoup Saïd Hamada de Renaissance. Merci bien. J'appelle Daniel Pécou de Lutte ouvrière qui évidemment aura un temps de parole un petit peu plus réduit. Donc encore une fois, voilà, je vous demande de poser des questions courtes. Avec des réponses courtes. Comme ça, on a la possibilité d'en poser plusieurs. Daniel Pécou, qui commence? Monsieur Courreau, sur l'emploi. Bonjour madame. Nous avons des postes vacants sur un territoire où il y a 20, 30, parfois 40% de chômeurs. Comment on réconcilie des jeunes qui ne sont pas formés, qui ne connaissent pas les emplois et des entreprises qui cherchent à recruter et à former? Madame Pécou. Bon, c'est vrai que le chômage actuellement est très important. C'est des millions de personnes qui n'ont pas de travail. Mais je crois que ça passe d'abord déjà par le salaire. Le salaire pour travailler, quand on voit que les salaires sont très bas, ils n'ont pas augmenté depuis des années, et qu'aujourd'hui aussi on voit les prix qui prennent des proportions énormes. Et donc on peut, ce qu'on évalue à peu près aujourd'hui pour vivre à peu près correctement, ça serait 2 000 euros. 2 000 euros, alors qu'on soit salarié aussi ou retraité, je veux dire c'est pareil pour les pensions. Et il faudrait des augmentations importantes de salaire. Comment on contraint le monde de l'entreprise à augmenter les salaires? Ça, c'est pas le rôle de l'État. Il y a des entreprises qui décident. Hein. Effectivement, ce n'est pas le rôle de l'État. Par contre, on peut dire que les entreprises ont de l'argent. On a vu, par rapport aux profits qui ont été faits, si vous voulez, pour les entreprises du CAC 40, ils ont 160 milliards Monsieur Courreau, il ne fait pas partie du CAC 40. Hein. Non, mais justement, je vous dis ça parce que je vous dirai autre chose aussi. Effectivement, le CAC 40, donc 160 milliards donc de bénéfices, et c'est une année record, historique, ils disent. Et tout ça avec ce qu'on a connu, le Covid, Bon, mais là, cet argent-là, comment il a été obtenu? Alors, je parle évidemment des entreprises du CAC 40, par des suppressions d'emplois, par de l'argent qu'ils ont reçu de la part du gouvernement. Alors, lui, vous demande comment est-ce que moi, je fais en sorte de pouvoir employer du monde. Hein. Donc, on est vraiment dans la démarche inverse. Moi, je vous dis, effectivement, déjà, employer du monde, ça passe par les salaires. Voilà, c'est déjà... et puis bon aussi la formation, je pense que la formation effectivement ça coûte aussi de l'argent pour former. Bon, mais je pense que ça, les entreprises aussi, elles devraient participer à ça. Monsieur Péroutet. Vous connaissez les taux d'abstention dans nos quartiers, dans les élections. Comment vous faites revenir les gens aux urnes? Comment vous... Pécou. Mais je pense qu'il y a une certaine démoralisation dans la population qui fait que, bon, effectivement, il y a l'abstention, et pire, des voix qui se sont portées sur Le Pen, ce qui est le pire pour nous. Mais justement, comment les faire venir? Eh bien, parce que c'est si vous voulez, déjà, ce sont des quartiers qui sont très fortement frappés par le chômage. Mais Madame Pécou, juste, vous êtes allée voter au deuxième tour de l'élection présidentielle? Non, j'ai voté blanc. Enfin, si, mais j'ai voté blanc. Bon, d'accord. Voilà, j'ai voté blanc. Donc vous êtes déplacée pour aller voter? Donc. Oui, je me suis déplacée, oui, effectivement, parce que bon, je pense que... Mais donc les gens, si vous voulez, ils sont complètement démoralisés, complètement découragés. Et puis il y a eu des successions de gouvernements, tous les uns que les autres, y compris avec la gauche, où rien n'a changé sur le sort des travailleurs, le sort des populations. Et au contraire, tout s'est passé de manière à ce que leur pouvoir d'achat a baissé, à ce que leurs conditions de travail sont aggravées, leurs conditions de vie se sont aggravées. Donc finalement, ça crée un découragement, une démoralisation. Les gens, ils ne savent plus où ils en sont. Fadela Ouidef a une question à vous poser, Madame Pécou. Oui, bonjour. En fait, ma question, ça concerne la sécurité dans nos quartiers, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui n'ont pas été efficaces. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour que nous, habitants, se sentent plus en sécurité dans nos quartiers qui sont gangrénés par le trafic, malheureusement.
Alors, oui, je comprends votre problème. Une question fondamentale, importante. Hein. On sait que alors moi, je pense que justement, dans les quartiers, vous savez déjà, il faudrait voir l'école. Parce que, comme disait Victor Hugo, hein, si on ouvre une école, on ferme des prisons. Effectivement, l'échec scolaire, c'est quand même... Il n'y a pas assez d'écoles dans les quartiers nord ? Vous pensez qu'il faut plus d'écoles dans les quartiers nord ? Oui, justement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une politique par rapport aux quartiers défavorisés, une politique pour faire que l'école soit plus... qu'il y ait des ouvertures des classes, qu'il n'y ait pas les classes surchargées, qu'il y ait du personnel en nombre suffisant, que ce soit des enseignants, des surveillants. Voilà. Je pense qu'il faudrait une vraie politique de développement de l'école. Et ce que je pense aussi, il faut effectivement de l'argent par rapport à ça, mais cet argent, on peut le trouver. On peut le trouver où ? Eh bien, justement, dans les grosses fortunes qui accaparent toutes les richesses. Alors, Saïd Wichou a une question à vous poser. Madame, actuellement, moi je suis membre du collectif Santé en danger, donc actuellement on se déplace pour rencontrer les élus, les candidats aux législatives, et on sera d'ailleurs, je vous invite à venir le 3 juin au sommet citoyen, donc le 3 juin à Marseille. Est-ce que vous avez prévu, vous de votre côté, d'aller par exemple rencontrer à l'hôpital Nord les infirmières, les aides-soignants, les ambulanciers ? Est-ce que vous avez prévu d'aller au contact de la population et des soignants en colère actuellement? Nous vous écoutons, Madame Pécou. On le fait régulièrement, hein, parce qu'on est des militants d'entreprise, hein, dans les hôpitaux, dans les entreprises, et donc on est amené effectivement à rencontrer les travailleurs qui se battent et à connaître leurs problèmes. Et je crois que là-dessus, effectivement, c'est très, très formateur, hein, sur la situation justement de ce qui se passe dans les hôpitaux. Si vous parlez des hôpitaux, les conditions de travail, en plus, elles ont été vraiment... Merci beaucoup. Merci. Et oui, Madame Pécou, c'est ça, l'horloge. Le maître de l'horloge s'exprime de façon un peu brutale. Merci beaucoup. J'appelle Romain Lorenzo Longo, qui fait partie du parti d'Éric Zemmour, Reconquête. Monsieur Longo. Voilà, vous êtes face à notre panel de citoyens. Monsieur Wichou, vous avez terminé, je vous propose de débuter. Bonjour monsieur. Bon, ma question va être courte. On a parlé du désert médical avec les précédents candidats. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes favorable, est-ce que si vous êtes élu, vous allez défendre l'idée de créer des zones franches médicales ? Alors, dans les quartiers nord, mais dans d'autres régions de France. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même revenir sur un point et partager mon inquiétude vis-à-vis de la nomination à Matignon de... Alors attendez, une question qui vous a été posée. Je vous demande... Non, Monsieur Longo, je vous demande vraiment de répondre à la question. Le temps est court, donc il y a des questions concrètes qui vous sont posées, donc on attend vraiment des réponses concrètes. Mais écoutez, concernant la question des quartiers nord qui fait partie d'ailleurs, comme vous l'avez dit, des déserts médicaux, nous, ce que nous proposons, c'est une mesure d'urgence, tout d'abord, le recrutement immédiat de 1000 médecins par l'État qui seront dispatchés dans les zones... Donc c'est de la coercition, hein, c'est-à-dire que vous obligez... vous recrutez 1000 médecins et vous leur imposez d'aller travailler dans les quartiers où il y a des déserts médicaux ? Non, pas du tout, c'est des médecins qui seront rémunérés par l'État et qui seront... Mais vous allez les trouver où, ces médecins ? Il n'y en a pas, monsieur ? Ils seront recrutés, monsieur. On n'en a pas, il n'y a pas de médecins. Je peux finir tout ? Oui, monsieur Longo. Ok. Ces personnes seront recrutées, il y a des professeurs qui étudient dans les ZEP et qui même se portent volontaires pour y travailler. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de médecins qui voudraient se porter volontaires pour aller dans ces quartiers. Je vais arriver sur une deuxième partie pour répondre à votre question, puisque là, c'était la mesure d'urgence. Pour une mesure pérenne, ce que nous proposons, c'est d'être cohérent avec la suppression du numerus clausus. Je vais rappeler rapidement ce que c'est. Ça correspond à l'hypersélection qu'il y a en première année de médecine. Ça a déjà été supprimé, hein, c'est le numerus apertus maintenant. Le problème, c'est qu'elle a été supprimée en théorie. Dans les faits, le problème, c'est qu'elle s'exerce toujours, tout simplement parce que il n'y a toujours pas... le nombre de places en deuxième année n'a pas augmenté. Nous, ce que nous proposons, c'est une proposition qui découle logiquement du constat, doubler le nombre de places en deuxième année de médecine. Oui. Faut-il que les 1000 médecins salariés, là, et l'envie expriment l'envie, ce qui est aujourd'hui compliqué, d'aller travailler dans les quartiers nord. Monsieur Courreau. Lorsque mes salariés garent leur voiture dans la rue entre 9h et 18h, ils ont peur de se faire fracturer une vitre. Quand je reçois un client qui vient de Paris et qui a une voiture brûlée devant mes bureaux, ça ne donne pas une bonne image de mon territoire et de ma société. Comment est-ce que vous pouvez nous aider à lutter sur cette insécurité réelle ?
Alors justement, l'insécurité est, je pense, le problème majeur dans les quartiers nord. Vous êtes chef d'entreprise, je crois. Vous faites partie d'une entreprise, mais il y a également les services publics. Tout ce qui crée de l'emploi, aujourd'hui, est contraint de fermer ou a des problèmes, en tout cas liés à l'insécurité. Donc nous, ce que nous proposons, c'est tout d'abord expulsion des étrangers, délinquants et criminels. Première mesure. Deuxième mesure, ce que nous proposons, c'est tout d'abord... Alors, là, vous parlez des étrangers, mais enfin, au sein des criminels et des dealers et de ceux qui créent du désordre dans cette circonscription. Ça, là, ce ne sont pas forcément des étrangers. Les délinquants. Alors, attendez, je suis quand même allé à Calisté. Les gangs nigériens, ce n'étaient pas des Français. Voilà. Donc, déjà, nous, ce que nous proposons... Il y en a, mais ce n'est pas que. C'est des expulsés. Ah oui, attendez. Nous proposons de les expulser. D'ailleurs, je rappelle que ces Nigériens sont toujours à Marseille. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là, je me demande. Concernant les dealers, nous, ce que nous proposons, c'est de casser le trafic de drogue. Comment ? En expulsant les familles de délinquants et de dealers des logements sociaux. Ils seront bien entendu relogés ailleurs, mais je pense que la famille et surtout les parents ont un rôle important à jouer. Alors, excusez-moi, je vous coupe. Je vous en prie. Les familles ne sont absolument... Alors, peut-être qu'il y a 0,99% des cas de familles qui sont au courant, qui cautionnent, mais la majorité des familles ne cautionnent pas voir leurs enfants dans des trafics de drogue ou en prison. Aucune mère ne souhaite ça pour son enfant. Il y a aussi des cités entières qui sont sous l'emprise des trafiquants et qui ne sont évidemment pas dans cet esprit-là. Hein. C'est important de le souligner. Je vais répondre. Alors ce que je dis, c'est pas du tout que les familles acceptent ou même cautionnent. Attendez, ce que je dis, c'est punir une famille punir une famille en la sortant de son logement, en l'expulsant, ça veut dire clairement qu'elle est complice du trafic de l'enfant. Alors, Monsieur Longo, nos mesures vont se placer sous le mot d'ordre de la responsabilité. Lorsque vous avez, vous êtes parent, vous avez un enfant, il va pointer une première fois au commissariat, puis après une autre fois il fait une bêtise, il continue 2 fois, 3 fois. Moi, à ce stade-là, je pense que les parents ont une responsabilité. Moi, mon enfant, je ne vais pas le laisser dans la rue à faire n'importe quoi, je le cadre. Attendez, par contre, ces parents-là... Non, mais attendez. Au bout de 3 fois, ce que nous proposons, c'est que les familles, les parents de délinquants, on leur coupe les allocations. Ils n'ont pas... Oui, ils sont responsables. Ils arrêtent de travailler, ils quittent leur travail. Du coup, on n'a plus de vie, les parents arrêtent tout et... Madame, non, mais c'est pas logique. On ne peut pas être laxiste avec tout le monde. Il n'y a pas de laxisme là. Monsieur Berrouté. Je voudrais poser une autre question. Vous savez que le tissu associatif dans ces quartiers très précarisés, de plus en plus paupérisés, c'est très important. Est-ce que vous jugez indispensable ce tissu associatif? Est-ce que vous pensez qu'il Est-ce qu'il faut garder toutes les associations Est-ce qu'il faut garder toutes les associations, par exemple, qui sont implantées sur ces territoires-là et dont certaines font un travail de terrain depuis de nombreuses années? Il faut garder tout le monde? Il faut faire un tri? Quel est votre... Pourquoi il faudrait les supprimer? Non, mais je vous pose la question. Et d'ailleurs, il faut les développer. C'est en lien avec l'insécurité, d'ailleurs. Tout simplement parce que les services publics, le problème, c'est que non seulement nous voulons les garder, mais en plus, nous voulons favoriser leur ouverture et leur implantation. Vous ne pouvez pas demander à des services publics de rester ouverts ou à des entreprises de s'implanter lorsque vous avez dans la même semaine, vous avez un parent d'élève qui se fait égorger devant la sortie d'un collège, vous avez un directeur de collège qui se fait menacer par des parents d'élèves et une attaque au couteau dans un supermarché. Ce qu'il faut, c'est de la sécurité. C'est la sécurité, plus de sécurité. Merci, Monsieur Longo. Bon, on a compris que votre programme était quand même essentiellement axé autour de la sécurité. Notamment, c'est le problème majeur des quartiers. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir veillé avec nous tard. Voilà, on se quitte. Il y a d'autres candidats qui se présentent sur cette circonscription. Vous avez les noms qui s'affichent en ce moment sur votre écran. Merci. Au revoir.